14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. C'est vrai, on parle beaucoup des problèmes de lubrification des femmes, notamment lorsqu'elles ont la ménopause et donc lorsqu'elles vieillissent. Eh bien, figurez-vous que les hommes, ils ont aussi leurs problèmes et ça s'appelle des problèmes d'érection chez l'homme. Cette érection qui semble magique tant que ça marche et qui devient mystérieuse à la première panne. C'est avec Eric Allaire que vous allez mieux comprendre comment ça marche et pourquoi ça ne marche plus, parce que ça c'est aussi important. Et puis on va vous donner quelques conseils pour éviter tous les parasites de l'érection. Et puis l'érection, c'est une manifestation d'une excitation et pas forcément d'un désir. Je pense que cette différence, vous allez voir, elle est assez intéressante à développer. Ensuite, elle est due aussi à un phénomène physique qui, au moindre grain de sable, peut s'enrayer. Alors bien sûr, on vient de parler du vieillissement qui va au fil des années diminuer un peu toutes nos capacités. Et pourquoi il n'en serait pas de même avec le pénis? Certes, ce n'est pas un muscle ni un os d'ailleurs, chers jeunes hommes, mais il est constitué de vaisseaux et puis parfois il y a des petits problèmes. Bon, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que la médecine aujourd'hui a fait d'immenses progrès en ce qui concerne les difficultés érectiles. On peut aussi en parler. Eric Allaire est avec nous durant ces 2 heures. Vous avez des questions, vous avez envie de témoigner, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Eric Allaire. Bonjour Brigitte Lahaie. Alors qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter à mon introduction? Pas grand-chose, parce que vous avez tout merci, dit. au revoir. Au revoir Brigitte. Que peut-on ajouter Alors je précise, vous êtes professeur de chirurgie vasculaire et endovasculaire, donc évidemment les vaisseaux, vous connaissez bien. Vous faites partie des rares personnes dans le monde qui ont mis en avant le fait que certains hommes très jeunes ne bandaient pas, tout simplement parce qu'ils avaient des problèmes veineux. Alors peut-être déjà donner cette information-là, parce que c'est peut-être pas beaucoup d'hommes, mais quand même, ça compte. Tout à fait. Alors c'est quand même beaucoup de jeunes hommes, puisqu'on estime que 1 à 2% des hommes de moins de 25 ans ne peuvent pas avoir de relations sexuelles avec des érections satisfaisantes, en raison d'une sorte de malformation veineuse. En gros, ce qui fait l'érection, c'est l'accumulation du sang dans le pénis. Donc il faut que les artères apportent correctement le sang dans le pénis. Alors ça, c'est ce versant artériel, c'est plutôt les hommes d'un certain âge. Et il faut que le sang reste, c'est-à-dire que il arrive parfois qu'il ressorte trop tôt. C'est ce qu'on appelle des fuites veineuses. Et donc, parce qu'en fait, il rentre par une artère et il ressort par une veine, des veines, le sang. Dans tous les, absolument. Qu'on comprenne bien. Finalement, peut-être c'est la première information à donner on croit que tout le monde sait, mais finalement, il y a peut-être encore plein de gens qui ne savent pas. L'érection, elle est due à un apport de sang dans des sortes d'éponges qui se retrouvent autour de l'urètre. Tout à fait, qui font le volume du pénis, en fait, et sa dureté, une fois que le sang s'est accumulé dedans. Voilà, et il y a des petits clapets qui ferment, normalement, pour empêcher le sang de repartir. C'est exactement ça. Et donc, chez 1 à 2% des hommes de moins de 25 ans, ces clapets ne fonctionnent pas. Et donc c'est beaucoup. Vous regardez un stade, vous faites à la télévision, vous faites un carré, vous avez la tête de 100 hommes jeunes, et bien 1 à 2% vivent en enfer. 1 à 2 de ces jeunes hommes n'ont jamais eu d'érection et comprennent pas pourquoi en plus. C'est ça. Et il est très compliqué d'appeler au secours, d'abord parce que psychologiquement c'est pas simple que de se confier sur ce problème, surtout quand on est jeune. Et d'autre part, il est vrai, et malheureusement, très peu de médecins sont formés pour connaître ça, et encore plus pour apporter une réponse, parce que maintenant... Mais alors ils n'ont pas d'érection, j'ai bien compris, mais s'ils sont excités, est-ce qu'ils ont une éjaculation? Ils ont des éjaculations, on appelle ça des éjaculations sur verge molle, c'est complètement c'est suggestif, imagé, au moins, on voit très bien de quoi il s'agit. C'est-à-dire que le désir est en général intact, il peut être diminué, à mon avis. C'est une sorte de mécanisme de défense, puisqu'ils ne peuvent pas obtenir de vie à la hauteur de leurs espérances. Peut-être psychologiquement se retirent-ils du désir sexuel, mais ça c'est vraiment une conséquence, c'est pas la cause. Et donc ils vivent véritablement en enfer. Donc ça se soigne?
Ça se soigne. Alors, se soigne. Si on regarde sur Internet, la plupart du temps, d'ailleurs, cette cause n'est pas donnée, n'est pas citée sur les sites Internet, même très savants, qui parlent de ces problèmes. Et ça, c'est dommage. Et nous nous battons pour ça. Et merci, Brigitte, depuis maintenant quelques années, de permettre que cette information soit diffusée. Donc l'information, l'existence de cette maladie n'est pas reconnue, en tout cas pas assez. Et assez souvent, quand on en parle, on écrit qu'il est écrit sur les sites Internet qu'il n'y a pas de traitement. Et ça, c'est pas vrai. Il y a maintenant des traitements, alors c'est de la chirurgie, mais qui permettent de retrouver des érections avec des taux de succès de 80%. Ce qui est quand on sait qu'un jeune homme, il a toute la vie devant lui pour profiter de sa sexualité, c'est quand même important de transformer, de transmettre cette information et de donc transformer son problème en solution. Peut-être que ce serait bien de dire aux gens qui nous écoutent, si vous avez des garçons qui ont entre 15 et 20 ans, peut-être qu'il faut poser la question, ça va? Parce que il faut les sortir de leur silence finalement. C'est ça, si on voit un de ses fils qui a des problèmes pour marcher ou pour parler ou que sais-je, on s'en inquiète à juste titre et on essaie de leur apporter une solution, mais il est vrai que pour la sexualité, c'est beaucoup plus compliqué, dans toutes les sociétés d'ailleurs, que de parler de l'érection. Mais si l'on a un fils qui a 25 ans, qui n'a pas de petit ami, peut-être qu'on peut... Même avant 25 ans. Même avant 25 ans, vous avez raison, mais on peut essayer d'évoquer la question. Et il y a deux signes qui ne trompent pas, entre guillemets, c'est l'absence ou la quasi-absence d'érection le matin au réveil. Vous savez que normalement, les hommes, le matin, la nuit aussi, ils ne s'en aperçoivent pas, mais ils sont en forme le matin. Et donc, si ce n'est pas le cas, c'est un premier signe d'alerte. Et alors, c'est compliqué de le demander à un jeune, mais on peut lui communiquer l'information si lors des stimulations personnelles, quand on est tout seul, tranquille, des masturbations, il n'y a pas d'érection, alors là, c'est vraiment un signe qui ne trompe pas et qui doit complètement alarmer. Parce que c'est pas une question de peur, ni de la sexualité, ni de la performance. Quand on est tout seul, il n'y a pas cet enjeu. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai problème qui est un mauvais fonctionnement du corps. Alors ça, c'est vrai d'ailleurs à tous les âges. Bien sûr, bien sûr. Je voulais revenir aussi sur la différence entre l'excitation et le désir. Je trouve que c'est une information aussi intéressante à donner aux hommes et aux femmes, parce que c'est l'excitation qui provoque l'érection. Et alors normalement, quand on a du désir, on est excité. Sauf que on peut avoir du désir, mais être coupé de son excitation par des tas de raisons d'ordre plutôt psychologique, certes. Et donc, c'est pas forcément parce que l'homme n'a pas d'érection qu'il a un problème d'ordre physique, mécanique, et c'est pas pour ça forcément qu'il n'est pas excité. Je crois que ça, c'est important que les femmes l'entendent, parce que les femmes sont souvent très désarçonnées quand l'homme n'a pas d'érection, alors qu'il a l'air d'avoir envie d'avoir quelque chose, une relation, quoi. Vous avez tout à fait raison d'appuyer sur ce point qui est très très important. Pourquoi ? Parce que l'érection est une démonstration du désir, et ça reste évidemment vrai, mais l'absence d'érection n'est pas pour autant une absence de désir, comme vous le dites. Et c'est vrai, alors par exemple, je dirais qu'une sorte d'excès de désir, ou en tout cas un amour extrêmement important peut bloquer l'érection, spécialement chez les jeunes. Parce que ça provoque du stress, exactement. Ouais. Toutes les situations de stress diminuent l'érection, donc ça, il faut bien le savoir. Il y a aussi quelque chose de particulier qui est l'angoisse de performance, c'est-à-dire la peur de ne pas y arriver pour un homme. La description du terme est tout à fait parfaite et tout le monde la comprend. Où il peut y avoir un désir et soit l'absence d'érection et la perte d'érection, parce que je dirais que le mental est complètement tourné vers le stress et ça bloque complètement l'érection. Voilà, et c'est la même chose en ce qui concerne la lubrification chez les femmes. Le stress peut aussi diminuer la lubrification. C'est pour ça que je fais souvent la comparaison entre lubrification et érection, puisque c'est le même processus. Ce qui montre que la nature est bien faite, parce que si ça lubrifie, on pénètre mieux, et si on n'est pas en érection, c'est difficile de pénétrer. Donc on voit bien, tout est fait pour que ça se passe. Absolument, et
la conséquence de ça, c'est que finalement, un problème d'érection, c'est un problème à deux. Et que ça se réfléchit et on trouve des solutions à deux souvent, y compris d'ailleurs en demandant une aide médicale. Donc s'il y a des femmes qui ont envie d'appeler, on pourra également répondre à leurs questions. 0826 300 300, vous avez des questions à poser, vous avez envie de mieux comprendre, eh bien vous n'hésitez pas et on sera ravis de vous recevoir sur Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous sommes avec Eric Allaire, professeur de chirurgie vasculaire, qui pourra répondre à toutes vos questions concernant l'appareil sexuel masculin qu'on appelle le pénis, la verge, le zizi, enfin tout. Je crois que d'ailleurs j'avais remarqué qu'il y a plus de noms qui désignent l'organe sexuel masculin que l'organe sexuel féminin. Ah oui, largement, largement. J'ai un dictionnaire de synonymes, vous imaginez bien, dans ma collection et largement. Ah oui. Oui, absolument. Bon, bonjour Vincent. Bonjour. Merci d'être avec nous, Vincent. Bonjour. Bonjour. Donc vous avez quelquefois, c'est pas toujours, je crois, des petits soucis d'érection. Oui, voilà. Oui. Et vous avez identifié à quel moment pour non. Alors, c'est pas facile au téléphone comme ça. Quel âge avez-vous d'abord, si je puis me... J'ai 43 ans. D'accord. Et vous avez toujours eu ce problème ou c'est quelque chose de récent ? Non, c'est... Alors, pas toujours, mais c'est vrai que ça m'est arrivé quelques fois. Mmh. Mais avec une partenaire ou j'imagine ? Oui, tout à fait, oui. D'accord. Donc c'est pas quand vous vous masturbez, il y a jamais de problème. Non. Donc ça donne déjà une petite piste. On pense que c'est plus d'ordre psychologique que mécanique. Oui, tout à fait, oui, ça peut peut-être venir de ça. Mais j'ai entendu au début, vous avez parlé Monsieur Allaire a parlé tout à l'heure de fuite veineuse. Oui. Et je sais pas, après, je suis pas médecin, mais je me disais que peut-être que des choses comme ça pouvait peut-être venir de choses comme ça, peut-être bien, ça se trouve. Oui, vous avez tout à fait raison. Alors, c'est un peu plus compliqué que certaines situations dans lesquelles il n'y a pas d'érection quand on est tout seul. Là, on est certain que ce sont des fuites veineuses. Mais il est tout à fait possible que des hommes puissent avoir même une vie sexuelle comme ils le souhaitent, ou à peu près, mais peut-être plus que d'autres des pannes, ou dont les pannes ont des conséquences plus importantes, parce qu'ils ont des fuites, mais minimes. Vous voyez ? C'est-à-dire que dès que le doute s'installe chez ces hommes, la fuite augmente les conséquences de tout ça. Et donc les érections sont plus sensibles au stress du fait de petites fuites. Ça, c'est possible, ça peut arriver. Parce que je sais que des fois, dans mon travail, je travaille dehors, et je sais que ce qui m'arrive, c'est quand il fait un peu frais, quand le froid commence à arriver, des fois j'ai au bout des doigts, alors le corps a pas froid, mais je sens qu'au bout des doigts, ça fait un peu comme si vous savez qu'on dit que le sang arrive pas au bout des doigts. Oui. On a le bout des doigts qui est un peu froid en fait. Oui. Alors, je me disais que faites de l'hypothermie en quelque sorte. Oui, ça c'est autre chose. Ce que vous décrivez au niveau des doigts, ça s'appelle un syndrome de Raynaud, peu importe, mais c'est une sensibilité particulière des vaisseaux des doigts et des orteils, qui fait qu'ils se rétrécissent brutalement. Du coup, le sang n'arrive pas et les doigts ou certains doigts deviennent blancs. Il y a plusieurs causes à ça, mais ça peut être depuis toujours, entre guillemets. À ce moment-là, c'est parce qu'on est fabriqué comme ça. Alors, j'ai connu quelques patients qui avaient des problèmes d'érection au froid. C'est pas fréquent, mais ça peut arriver. Je me rappelle notamment un coureur de fond qui avait ce souci lorsqu'il courait dans le froid. Et ça peut mériter une exploration médicale pour voir si c'est vraiment la nature du problème. Mais il est vrai que
on a rarement froid dans un lit, malgré tout. Oui, effectivement, oui. Normalement, là, c'est plutôt la chaleur qui monte. Oui, mais en fait, ce que vous voulez dire, Eric Haller, c'est que entre les doigts qui sont un peu, qui ont du mal à garder le chaud quand il fait froid, et les problèmes d'érection de temps en temps de chez Vincent, il n'y a peut-être pas tellement de rapport finalement. Oui, il ne faut pas penser peut-être pas. D'accord. Peut-être pas, mais vous faites partie de ces hommes qui ont des problèmes d'érection. Alors je ne sais pas, peut-être que vous allez dire l'inverse, mais je dirais peut-être pas très très fréquent, ou c'est fréquent? Non, ça va. Oui. Non, ça peut aller, ça. D'accord. Donc qui finalement ont un corps qui fonctionne bien, un système d'érection qui fonctionne bien, mais qui peut être fragilisé par certaines choses, donc quelques petites fuites, quelques insuffisances hormonales aussi, ça peut exister, qui font que ça marche pas tout de suite. Alors, en même temps, comme vous avez 43 ans, Vincent, moi je pense que c'est quand même intéressant d'aller faire un examen Doppler pour vraiment analyser ce qui se passe au niveau de votre pénis. Et puis c'est quand même un âge où on peut commencer à penser aux éventuels problèmes cardiaques, et c'est aussi un âge où ça vaut le coup de faire un petit bilan, et puis comme ça vous serez fixé. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez, Eric Haller ? Tout à fait. Si vous avez cette... Vous fumez ? Très peu. Bon. Ça m'arrive de temps en temps, mais très peu. Oui, donc il n'y a pas... La cigarette avant, c'est pas ce qu'il y a de meilleur, parce que ça crée des spasmes des artères qui vont au pénis, donc ça aggrave les pannes. Donc ça, c'est une chose, et Brigitte Lahaie a tout à fait raison. C'est peut-être l'occasion de faire un bilan de santé un petit peu plus général, si vous avez l'impression que ça s'aggrave. Si c'est stable, ça existe depuis plusieurs années, pas forcément. Et après, c'est ce que disait Brigitte Lahaie tout à l'heure, le versant psychologique, du coup, est quelque chose d'important à considérer. Oui, comme ça, intuitivement, c'est plutôt la piste, moi, j'aurais envie de prendre avec vous, Vincent, parce qu'on sent que vous êtes quelqu'un de sensible, peut-être un petit peu timide, et donc forcément, face à une femme qui peut-être, surtout aujourd'hui, elles sont très... décidées, ça peut vous faire perdre un tout petit peu vos moyens, vous voyez. Oui, là, mais ça peut tout à fait ça aussi, oui. Et là, peut-être qu'une petite pilule, ça peut l'aider, non ? Qu'est-ce que vous en pensez, Eric ? Tout à fait. Les pilules qui promeuvent l'érection, comme le Viagra, le Cialis ou les génériques, peuvent tout à fait aider à surmonter ces problèmes. Si vous avez un premier rendez-vous, vous n'êtes pas tout à fait à l'aise, faites-vous un petit peu aider. C'est pas... D'autant qu'il n'y a pas de contre-indication de prendre ce genre de médicaments. En tout cas, à 43 ans, non. Donc... Mais après, c'est vrai que ce que vous disiez tout à l'heure à propos de l'érection, j'ai pas forcément. Alors c'est vrai que j'ai l'impression de pas avoir forcément une érection. Comment dire complète. Oui, complète. Ouais, une bonne érection, quoi. Ah oui. Alors ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Alors ça, il faut pas vivre avec ce poids sur la tête, si je puis dire. Il faut vraiment, si c'est le cas, que vous consultiez et que vous ayez une bonne échographie Doppler. Alors bon, il faut trouver l'endroit pour le faire, mais ça se trouve, et voir si vous n'avez pas des fuites à minima. Oui, enfin de toute façon, comme on dit souvent, ça coûte rien d'aller faire des examens. S'il y a quelque chose, on va vous prendre en charge, et puis s'il n'y a rien, vous serez rassuré. Tout à fait. Et du coup, comment on peut faire pour avoir, par exemple, affaire directement à Monsieur Haller directement, du coup ? Et Eric Haller, vous le consultez, c'est tout simplement, vous allez le consulter. Mais je veux dire, il est dans quel coin ? Il est sur Paris. Il est sur Paris. Sur Paris, évidemment. Des téléconsultations sont possibles aussi. Téléconsultations, d'accord. Oui. Eric Haller, avec 2 L, Haller. Et voilà. Maintenant, on ne peut pas vous donner son numéro de téléphone en direct, vous comprenez bien, Vincent. Oui. Voilà. N'hésitez pas, il sera ravi de vous recevoir. D'accord. Bien sûr, en tout cas, qui que vous consultiez, ne restez pas seul face à ce problème. Oui, je pense qu'il y a... Allez-y. Oui, donc il faut que j'aille voir juste mon médecin traitant, ça suffit, ou faut que j'aille voir un autre professionnel du coup ? Alors, vous pouvez tout à fait voir votre médecin traitant pour avoir une prescription de Cialis ou de Viagra. Ça, c'est tout à fait possible, ça peut être une première étape. Ouais, et sinon pour
que vous disiez pour un check-up de pleurs ou tout comme ça, du coup, là, il faut vous adresser à un centre très, très spécialisé. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Ah ouais, d'accord. Je suis désolé de dire ça, c'est mais on avance. Un peu brutal, mais on avance et nous formons de plus en plus de médecins grâce à un diplôme universitaire qui est maintenant bien fréquenté. Nous espérons que dans quelques années, dans toute la France, il y aura des équipes capables de tout à fait prendre ça en charge. Merci beaucoup Vincent, on continue dans un instant sur Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous sommes toujours avec Éric Haller qui va pouvoir répondre à toutes les questions que se posent les messieurs, mais aussi les dames, parce que c'est important pour les dames, l'érection. Faut pas croire, on y tient nous aussi. Bonjour Pascal. Bonjour. Merci d'être avec nous Pascal. Bonjour, merci à vous. Donc vous avez, vous aussi, de temps en temps, remarqué des petites érections moins rigides. Oui, je dirais même que c'est un petit peu plus que de temps en temps, puisque ça remonte déjà à quelque temps. Mm-hmm. Et je serais tenté de dire que c'est presque permanent. C'est-à-dire que c'est apparu il y a un petit peu plus d'1 an, de manière insidieuse. Et sur le moment, on dit que c'est de la fatigue, du stress. Ce qui est possible, mais si ça continue et que ça s'aggrave, vous avez raison d'appeler, bien sûr. Voilà. Donc, alors j'ai découvert il y a quelque temps de cela que j'avais de diabète, et je crois que c'est un peu lié, ou ça peut être étroitement lié. Ça peut. En tout cas, le diabète fait partie des paramètres qui peuvent provoquer des problèmes d'érection, oui. Donc, oui, je disais donc, j'en ai parlé très rapidement à mon médecin. Quand je dis très rapidement, je lui ai simplement à un moment donné demandé des pilules, oui. Des coups de pouce, voilà. Ce qui n'a pas donné un résultat des plus probants, si je puis dire. Pas ce qui était attendu en tout cas. D'accord. Je précise, on l'a déjà dit dans cette émission, mais c'est toujours bien de redire les choses. Les pilules, ça fonctionne dans 70% des cas, même s'il n'y a pas de problème a priori d'érection. C'est pas non plus la pilule magique qui marche à tous les coups. Non, ce sont de très bons médicaments, mais qui sont effectivement inefficaces dans un tiers des cas. Et quand ils sont inefficaces, il faut savoir pourquoi. Alors, ça ne suscite pas le désir, d'accord ? Ça, il faut bien le savoir. C'est-à-dire que si c'est un peu une fatigue vis-à-vis de la sexualité ou vis-à-vis de partenaires, les petites pilules bleues ou d'autres couleurs ne font rien. Bon. Mais par contre, on peut tester ces pilules tout seul, et si elles n'ont pas d'impact quand on est tout seul, là ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe et qui est de l'ordre du fonctionnement de l'organisme. Alors quand on a un diabète, il y a plusieurs messages. Le premier, et ça j'insiste beaucoup, c'est que on a tendance à dire aux personnes qui ont un diabète que les problèmes d'érection, après tout, c'est secondaire et que c'est pas grave. Non, c'est grave. C'est grave pour soi. Pour 2 raisons, c'est grave. C'est grave pour soi à cause des répercussions que ça a sur sa vie sexuelle évidemment en particulier. Donc déjà en soi, ça nécessite qu'on s'en préoccupe. Le deuxième point, c'est que ça peut indiquer une altération des vaisseaux qui sont responsables de l'érection, en particulier des artères, c'est-à-dire ces tuyaux qui apportent le sang du cœur vers le pénis. Eh bien, il faut savoir si le problème que vous avez d'érection associé à votre diabète est dû ou non à un problème artériel. Parce que si c'est un problème artériel, à ce moment-là, c'est une raison supplémentaire pour avoir un bilan cardiaque, c'est-à-dire un bilan des artères qui vascularisent le cœur, les coronaires que vous connaissez bien. Et là, il faut avoir des examens vraiment qui explorent ça, ainsi que celles qui vont au cerveau. Alors pourquoi ? Parce que les artères qui apportent le sang au pénis sont des artères toutes fines et très longues, et ce sont les premières dans l'organisme à être atteintes par l'athérosclérose, les artères bouchées. Et du coup, le problème d'érection devient un signe d'alarme
qui anticipe d'autres problèmes comme un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral. Donc il faut que vous ayez un bilan très sérieux, une échographie Doppler des vaisseaux du pénis. Et s'il y a une atteinte artérielle, il faut que vous ayez un bilan coronaire et des carotides. Alors, j'ai vu un cardiologue il y a de cela 2 ou 3 ans, je ne sais plus exactement. Donc ça a été fait, ancien. tout ça qui a fait état d'absolument rien à son niveau. Alors, j'ai pas fait de Doppler ni d'échographie, ce genre de choses. Enfin, je ne pense pas. Test à l'effort, par exemple. Ouais, mais vous avez ce problème, si j'ai bien compris, depuis 1 an, ce problème d'érection. Oui. Donc, et le bilan cardiaque date de 2 ans, donc c'était avant. Donc, je pense qu'il serait bon que vous revoyiez cette question avec votre cardiologue et que vous ayez une exploration par échographie Doppler du pénis. D'accord. Oui, parce que là, de toute façon, visiblement, vous avez vraiment ce problème depuis 1 an qui va de toute façon pas s'arranger tout seul. Donc autant avoir un vrai examen qui vous donnera l'état des lieux et puis comment vous pouvez justement pallier les problèmes. Parce qu'encore une fois, on l'a dit en introduction, mais il y a des solutions aujourd'hui dans tous les cas. Alors absolument, et c'est bien de le dire, Brigitte, parce que il ne faut pas rester avec ça tout seul. Il ne faut pas se dire que de toute façon on est malade et que la vie est comme ça, ou qu'on s'installe. Il ne faut pas s'installer dans une sorte de vision pessimiste des choses. Il y a toujours des solutions. Ok. Donc vous avez la possibilité de retrouver vos érections si le tout c'est de savoir comment faire, quoi. Et pour ça, il faut connaître. C'est comme une voiture qui fait un drôle de bruit. Il faut aller chez le garagiste et puis examiner. Et puis après, on répare. Okay. D'accord. Donc. Je vais aller voir ma mécanicienne. Exactement. Voilà. Et avec confiance et optimisme. D'accord. Il n'y a pas de fatalité, c'est surtout ça qu'il faut entendre. Et c'est vrai qu'on dit, et c'est vrai, le diabète est un des paramètres qui posent des problèmes pour l'érection, c'est vrai. Mais ça, aucun diabétique est condamné à ne plus avoir d'érection. Tout à fait. Ça, c'est très très important. C'est un message qui n'est pas diffusé actuellement, y compris par mes collègues et souvent amis diabétologues. Et ça, nous en parlons souvent. Et je suis persuadé que dans quelques années, le bilan des érections fera partie du bilan du diabète. Oui, mais ça c'est un peu comme l'opération de la prostate. Pareil, on a tendance à entendre, vous avez été opéré de la prostate, ça marche plus, c'est normal. Non, c'est pas normal. Même après une opération de la prostate, il y a moyen de retrouver des érections. Absolument. C'est pas toujours simple, mais il y a moyen. Tout à fait. On est là pour donner les informations. Merci beaucoup, Pascal. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et on continue avec Pierre qui va répondre à 3 questions et ensuite vous pourrez en poser une à Eric Allaire. Bonjour Pierre. Bonjour Brigitte, bonjour Eric. Bonjour Pierre. Alors justement, on va faire à l'inverse, on va poser la question sur la lubrification. Est-ce que pour vous c'est important de voir que votre compagne, votre partenaire lubrifie bien ? Alors oui, à 100%, parce que sinon après ça fait mal, aussi bien pour elle que pour moi. Donc oui, une bonne lubrification pour moi c'est très important. Ah d'accord, mais c'est sur un plan très factuel, c'est pas parce que ça vous excite de voir qu'elle lubrifie. Oui, tout à fait. Là, c'est vraiment terre à terre. D'accord. Pourquoi pas. En tout cas, c'est votre réponse. Très bien. Qu'est-ce que vous supportez le moins chez une femme ? Je dirais manque d'hygiène. Ah oui, ça, je peux comprendre. Voilà. Bon, voilà. Et parce que vraiment j'ai une image comme ça qui me vient. Oui, non, ça, je suis bien d'accord avec vous, c'est vrai. Et c'est marrant parce qu'on parle souvent du manque d'hygiène des hommes, mais je pense que les femmes sont tout aussi capables de manquer d'hygiène. Il n'y a pas que les hommes qui manquent parfois d'hygiène. Je suis bien d'accord avec vous, Pierre. Et dernière question, est-ce que vous êtes 100% hétéro ou de temps en temps, avec des petits fantasmes bi Alors, dans les faits, 100% hétéro. Par contre, c'est vrai que c'est un de mes fantasmes d'un jour de changer de côté. Mais
pour moi, ça restera vraiment de l'ordre du fantasme. D'accord, mais ça peut vous faire un petit peu fantasmer, c'est intéressant. Oui, tout à fait. Bah, c'est bien d'avoir cette liberté-là d'esprit, en tout cas. Eh bien, je vous en prie, posez une question à Eric Haller, il vous écoute. Eh bien, je dirais, quel est l'événement qui a marqué votre vie et qui a changé votre façon de voir les choses? Il y a quelque chose qui vous vient. Alors là, vous avez une question. Qu'est-ce qui... C'est très... Alors, je vais comme ça... Une question assez vient comme vaste, ça, mais trouvez même un petit truc, c'est un petit événement qui vous a fait bouger dans votre vie. Alors, écoutez, je suis désolé d'apporter ce sujet un petit peu lourd sur la table, mais je suis chirurgien et j'étais... je suis toujours professeur, mais j'exerçais dans un grand CHU, et ce qui a bouleversé ma vie, c'est la dégradation de l'hôpital public. Bah oui. Oui. J'allais citer quelque chose de plus personnel, mais qui est quelque chose de banal, puisque je crois que ça touche 50% des hommes, qui est des gens d'ailleurs, qui est un divorce, mais ça c'est autre chose. Mais de manière plus publique, oui, cet événement-là, oui, qui s'est installé sur 10 ans, et il m'a fallu 10 ans pour constater que le CHU n'était plus, il avait été brillant, cet endroit magnifique dans lequel on soignait tout le monde avec une très grande qualité, que c'était plus le cas. Mais je crois que malheureusement c'est un constat partagé par des millions de gens actuellement dans notre pays. Voilà la réponse de Eric Haller. Pierre, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on va faire une petite pause et on se retrouve dans un instant avec bien sûr vos questions au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et n'hésitez pas à profiter de la présence de Eric Haller, professeur de chirurgie vasculaire, qui peut répondre à toutes vos questions concernant l'érection. Et c'est Fred qui est avec nous. Bonjour Fred. Bonjour Eric, bonjour Brigitte. Bonjour Fred. Voilà, je tenais juste à témoigner pour le fait que j'ai déjà eu des pannes d'érection bien sûr. Et moi je les ai attribuées sur le moment, bien sûr c'est un peu gênant, mais bon, lorsque vous êtes sollicité par votre partenaire et que vous n'êtes pas au mieux de votre forme, c'est pas anormal, c'est pas anormal de pas pouvoir aller jusqu'au bout, quoi. Voilà, en cours de route, en changement de position, tout d'un coup sentir que ça baisse, quoi. Là, c'est malheureusement, je pense que ça va se produire. Votre engagement ou physiquement, voilà. Oui, mais votre réaction, elle est plutôt saine, parce que c'est sûr que si vous commencez à vous affoler, oh là là, j'ai le mât qui est en train de tomber, ça ne va faire que accentuer la panne érectile. Et puis, rappelons-le, Eric Haller, tous les hommes, à un moment donné dans leur vie, vont connaître une panne. C'est pas. Mais voilà, c'est pas non plus le. Je ne suis pas. On n'est pas des robots. Pas des machines, on n'est pas des robots. Voilà. Même alors ça s'est produit avec des gens, avec une personne à laquelle je tenais vraiment, pour qui j'étais très attiré. Mais bon, le fait est, c'est que la journée ou les journées avaient été conséquentes, et puis que ça m'est tombé dessus au moment où il fallait pas, quoi. Voilà. Après, comment régler ça? Il faut pas. Moi, j'ai pas cherché à mentir. J'ai dit que j'étais fatigué, que c'était bien dommage. Et à ce moment-là, alors la fatigue, on en parle beaucoup, on en parle souvent. Eric Haller, est-ce que la fatigue, en effet, peut provoquer une panne occasionnelle ou pas vraiment? J'ai pas de bonne réponse à ça, Brigitte. Écoutez, parce que je pense qu'il y a plusieurs sortes de fatigue. Je dirais qu'il y a une fatigue qui induit une sorte de laisser-aller. Là, je dirais que c'est plutôt favorable. Parce qu'on est plutôt dans le stress et la performance, et ça c'est effectivement, là on rencontre ce blocage des érections par le stress, donc il y a sûrement des, entre guillemets, de bonnes fatigues qui sont plutôt favorables, mais à l'inverse, il y a des périodes dans la vie dans lesquelles fatigue et stress se conjuguent, on dort mal, on récupère mal, et donc il faut
considérer le problème comme étant celle du stress et de la fatigue et voir ce qu'on peut faire. Alors, c'est un livre immense, hein, comment on s'occupe. Mais on sait quand même qu'une bonne hygiène de vie, de toute façon, c'est-à-dire pas de cigarettes, pas trop d'alcool, pas d'apnée du sommeil. Alors voilà, oui. Alors, vous citez l'apnée du sommeil, et j'allais venir là-dessus, parce que effectivement, vous avez raison, c'est un point on en parle peu important. Aussi. Ouais. Alors, qu'est-ce que l'apnée du sommeil ? Ce sont des phases pendant lesquelles on ne respire plus. Alors évidemment, ça reprend, hein. Bon, on vit quand même, mais la respiration est interrompue, et ça se passe pendant les phases de sommeil profond, pendant lesquelles l'organisme est complètement, plutôt le cerveau est complètement déconnecté du corps. Et donc, parfois, la respiration s'arrête. Ça s'accompagne souvent de ronflements et d'une grande fatigue dans la journée. C'est ce à quoi vous faisiez allusion, Brigitte. Donc et on sait que ça fait partie des paramètres qui peuvent provoquer des pannes d'érection. Absolument. Quoi. Alors c'est une cause de facteur d'érection, y compris chez des hommes jeunes. Et ça, j'ai vu quelques patients jeunes chez qui, en les interrogeant, on découvre des signes compatibles avec une apnée du sommeil. On fait à ce moment-là des examens pour savoir s'il y a effectivement une apnée du sommeil. Et quand on résout l'apnée du sommeil, eh bien les érections reviennent. Donc ça, c'est une chose extrêmement importante. Le deuxième point, c'est que, outre leur impact sur les érections, l'apnée du sommeil est un facteur de problèmes cardiovasculaires graves, d'infarctus du myocarde, d'accidents vasculaires cérébraux, au même titre que le diabète ou la cigarette, par exemple. Donc il faut les détecter et les traiter pour éviter d'avoir plus tard un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral. Bon, en revanche, Fred, je crois que vous avez une bonne hygiène de vie, tout va bien. Oui. J'aime bien faire du sport. Voilà, très bien. J'espère finalement que cet investissement qui paiera sur ma longévité et ma forme physique. Et ce que je voulais dire, quand je dis panne, moi je pense à une situation où je suis en pleine action, en plein rapport, et malheureusement ça ne va pas jusqu'au bout. Moi je suis dans un changement de position où d'un coup ça ne va pas jusqu'au bout. Quand je dis panne d'érection, je pense à ça. Maintenant, si avec la personne, si je le désire pour la personne, heureusement pour moi, je n'ai jamais eu, à ce jour, je n'ai jamais eu d'absence d'érection. C'est très bien. Alors... Mais par contre, en cours de route, en cours d'action, tout d'un coup, faiblir, oui, malheureusement, ça m'est arrivé. Alors, il y a juste une chose qui a trait à la perte d'érection lors des changements de position. Ça peut être tout à fait banal, ça peut être aussi le symptôme de fuite veineuse. En effet, selon la position que l'on a, les organes internes qu'on a dans le bas-ventre appuient sur certaines veines qui drainent le pénis. Et quand on change de position, cet appui change et des fuites peuvent se révéler. Mais si ça vous gêne pas, si vous semblez tout à fait... ce n'est pas ce genre de choses, quand ça va. Et j'ai jamais ressenti une chute inexplicable. J'ai toujours fait le lien entre, on va dire, mon état nerveux, mon état purement physique, un petit peu amoché parce que ma partenaire me sollicitait, bien sûr. J'ai essayé de faire violence contre, de faire entre guillemets, je veux apporter, je veux donner ce que je peux lui donner, ce que j'ai envie de lui donner, et tout d'un coup, paf. Voilà. Oui, mais dans votre cas, ça peut être tout simplement dû à une excitation un peu plus faible au moment où vous changez de position. Vous êtes ailleurs que dans votre excitation. Et on sait très bien que l'excitation maximale, ça provoque l'éjaculation. Donc quand on est à 10 d'excitation, on éjacule. C'est un réflexe, l'éjaculation. Il faut bien le rappeler. C'est pour ça que c'est si difficile à garder si on est trop excité. Et puis peut-être que vous descendez dans une excitation à 4 ou 5 et à ce moment-là vous avez la verge un peu plus molle tout simplement, et puis vous réexcitez et vous avez l'érection qui revient. Il me semble que c'est un peu ce qui se passe chez vous. Et parfois ma partenaire a su faire repartir la machine, mais il a fallu qu'elle intervienne, alors que le plus souvent je suis là, Bien évidemment je reçois des caresses qu'elle me donne, mais voilà, quand la partenaire doit intervenir,
Je vais faire, bien sûr. Mais ce qu'on sait, et c'est valable pour les femmes aussi, hein, c'est que finalement, beaucoup de gens font l'amour sans être réellement dans leurs sensations et leurs ressentis. Et donc finalement, ils savent pas très bien gérer leur niveau d'excitation. Alors que finalement, tout devrait être là. On devrait avoir une sorte de compteur, comme quand on est en voiture, et puis savoir à quel kilomètre-heure on est. Mais pour ça, faut être dans son ressenti corporel, et c'est des choses qu'on n'apprend pas tellement finalement. Personne ne nous apprend quand on fait l'amour à être dans notre ressenti corporel, au fond. Sûrement, vous me regardez avec un air mais vous avez tout à fait raison. Mais c'est ce grand sujet de est-ce que la sexualité doit être, ou peut-être, j'allais dire enseignée, ou en tout cas un savoir-faire communiqué. C'est sûrement quelque chose de très important. Il y a des choses qu'on apprend. Après, c'est à chacun à se connaître. On apprend sur l'état. Exactement. Et quand je dis ça, je ne dis pas qu'il faut apprendre sur des femmes qui sont d'état. Oui, j'avais bien compris. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on se découvre soi-même, on découvre sa sexualité, je pense, pendant des décennies, voire toute notre vie. On découvre quelque chose, un aspect qu'on ne connaissait pas. Oui, je suis bien d'accord, mais c'est pas pour ça qu'il faudrait que ça continue comme ça. Moi, je pense que si, par exemple, pendant les cours d'éducation de gymnastique, on apprenait un peu mieux à respirer et à ressentir la capacité qu'on a de gérer notre stress, de gérer notre calme, de sortir du contrôle pour être un peu plus dans le lâcher-prise, je suis persuadée qu'on améliorerait énormément la sexualité des gens. Initier les gens au yoga. Non, mais sans parler de yoga, qui est déjà une discipline un peu dure. Enfin, je veux dire, il faut vraiment y aller dans le yoga. Mais il y a des petites choses toutes simples qui pourraient s'apprendre pendant les cours d'éducation physique. Enfin, non ? Tout à fait. Remplaçons l'apprentissage de la respiration. Plutôt, remplaçons l'épreuve de corde à nœud. Là, il faut monter. Encore que les cordes à nœud, ça a un rapport avec le pénis, quand même. Mais par l'apprentissage de la respiration. Oui, enfin, bon, je sais bien que là, ce que je dis, je suis totalement dans l'utopie, mais ça serait pourtant pas si compliqué. Enfin, il faut toujours lancer des idées et des messages. D'accord. Bon, surtout que notre ministre a l'air de l'Éducation nationale, il a l'air un peu plus ouvert, allons savoir. Oui, on va... Très bien. Bon. Mais en tout cas, en tant que grand sportif, si j'ai bien compris Fred, forcément, vous êtes plus peut-être à l'écoute de votre corps et donc peut-être un meilleur amant que... Oui, effectivement. Oui, c'est vrai, c'est possible. C'est tout à fait une explication tout à fait possible. Ben oui, ça me paraît, pour avoir connu quelques sportifs, en général, c'est quand même plutôt des meilleurs amants. C'est vrai. C'est même à vous me faites découvrir que vous me faites penser, c'est vrai. Et ben voilà, je vous fais un petit compliment, ça va vous faire passer une excellente journée, Fred. Eh bien, moi de même, je vous le souhaite également à tous les deux, bien évidemment. Merci beaucoup. Alors, on continue bien sûr après les infos. Vous avez des questions à poser, vous avez envie de témoigner, vous nous appelez au 0826 300 300 sur Sud Radio. Et puis, vous n'échapperez pas, évidemment, à notre devinette, Eric Allaire. Ah oui, je sais. Ça a l'air d'être une torture pour tout le monde, alors que vous ne trouvez pas la réponse. C'est pas grave. Non, certes, mais... c'est pas un examen, hein, c'est juste un petit jeu comme ça où on s'amuse. Alors, vous avez parlé de divorce tout à l'heure. Pourquoi considère-t-on le mariage comme une forteresse assiégée ? Vous avez le temps des infos pour me trouver une réponse, tant qu'à faire qui soit drôle. Allez, une petite pause. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous continuons à évoquer les érections de ces messieurs. On pourrait remarquer de l'érection du clitoris. Hein. Finalement, c'est un peu le même principe. Hein. C'est du sang qui gonfle le petit bout, comme on dit. Voilà, donc c'est pas évidemment tout à fait la même taille, mais c'est vrai aussi qu'on a des clitoris de taille très différente d'une femme à l'autre. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup de tout ça. Et pourtant, Dieu si on en parle du clitoris ces derniers temps. Alors, avant de donner la parole à Baptiste qui nous a rejoint, je vous propose d'avoir la réponse à la devinette. Pourquoi considère-t-on le mariage comme une forteresse assiégée ? Je mens. Écoutez, c'est pourtant simple. Une forteresse assiégée, c'est comme le mariage, parce que ceux qui sont dehors veulent y entrer et ceux qui sont dedans veulent en sortir. Excellent. Eh oui. Bonjour Baptiste.
Bonjour. Merci d'être avec nous, Baptiste. Merci. Bonjour à votre invité et à vous, Brigitte. Alors, racontez-nous, vous aviez tendance à être un peu trop rapide. Exactement. Et je suis passé de tout à rien, on va dire presque. C'est-à-dire qu'on a décidé avec ma compagne donc d'aller dans des clubs libertins. Oui. Après de longs échanges, parce que ça se décide pas comme ça. Et une fois arrivé là-bas, c'est plus compliqué que ce que ça n'y paraît. Ça veut dire que vous aviez tendance à éjaculer très vite, et puis une fois arrivé en club, plus d'érection du tout. Alors voilà. Alors, il faut quand même dire que le libertinage n'est pas forcément l'échangisme, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font l'amalgame. C'est vrai. Donc nous, à la base, on n'était pas allés pour l'échangisme, c'était plus du côte-à-côtisme, je crois qu'on dit comme ça. C'est ça, faire l'amour avec votre femme à côté d'autres personnes. Voilà, et elle avait un petit désir de faire participer une femme. Mmh. Donc ça, moi, évidemment, ça m'a plu beaucoup. Et en fait, je me suis rendu compte que tant qu'on n'arrivait pas à ça, il se passait rien, quoi. Le reste ne m'excitait plus. Et donc, du coup, il se passait rien. Et j'ai mis un moment avant de comprendre que c'était parce que je n'arrivais pas à aboutir à mon désir à moi. C'est-à-dire, donc, votre désir à vous, c'était quoi? Qu'une autre femme participe. D'accord. Donc, quand les gens s'approchaient, elle avait beau s'occuper de moi, ma femme, mais il se passait quasiment rien tant que... Et quand une autre femme arrivait, ça vous aviez... De suite, ouais. Parce que je me rappelle d'ailleurs d'une anecdote où on était tous les deux dans un espace, quoi. Ouais. Et il se passait strictement rien. Et quand de son propre chef, elle a décidé d'aller vers un autre couple, le fait de me dire « viens, on va là-bas », c'est parti tout seul, quoi. Du coup, l'érection est arrivée de suite. D'accord. Donc oui. C'est là que je me suis dit c'est psychologique, parce que pendant des jours, même voire des semaines, je me suis posé beaucoup de questions. De toute façon, la panne d'érection dans ces endroits-là, elle est relativement fréquente, puisque c'est un endroit où il faut s'exhiber. Pour peu qu'on ne soit pas de nature très exhibitionniste, le pénis rentre dans sa coquille, si je puis dire. Mais ce qui est intéressant chez vous, c'est que alors que vous n'aviez pas de problème pour faire l'amour avec votre femme quand vous étiez chez vous. Ah non. Mais alors après, suite à ça, quand même, j'ai eu des problèmes avec l'érection, même avec ma femme, quoi, au début, quoi. Parce que je me posais énormément de questions. Oui, donc là, c'est le stress qui, à un moment donné, provoque. Mais vous savez, ce qui est possible dans votre cas, c'est que vous êtes en club, donc devant plein de monde. Votre excitation n'est pas suffisamment forte par rapport au stress d'être devant du monde, donc il n'y a pas d'érection. Et puis tout d'un coup, l'arrivée d'une nouvelle femme provoque une excitation plus forte qui prend le pas sur le stress. Parce qu'en fait, l'érection, c'est un petit peu le yo-yo entre le stress et l'excitation dans votre cas. Tout à fait, oui, tout à fait. Vous êtes d'accord, Eric Haller? Tout à fait. Oui, tout à fait. Parce que alors, moi, suite à ça, j'ai écouté beaucoup votre émission. Donc, je sais que ça fait déjà longtemps que vous en parlez du problème de sang, justement, dans la verge, tout ça. Je me suis dit, voilà, c'est ce que tu as. Quand on commence à parler à son propre sexe, c'est que ça va pas du tout, quand on en est là. Mais pourtant, il est révélateur de bien des choses. Vous savez, quand on est un petit peu on a une tendance à être un peu éjaculateur précoce, c'est pareil, c'est parce qu'on est souvent un peu stressé. C'est un des ennuis du plaisir trop rapide, c'est le stress. Tout à fait. Donc vous devez être quelqu'un qui est assez sujet au stress. Ah oui, complètement. Vous devez avoir le trac assez facilement. Enfin, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Rien que de parler, tout ça, il y a des fois je me mets à bégayer justement quand je suis un peu trop. Tout à fait. Mais bon, en plus de ça, j'avais perdu énormément de poids. J'avais perdu, donc je pensais être mieux dans mon corps une fois avoir maigri, et ça a fait l'effet inverse, quoi, parce que je me suis plus reconnu dans mon corps, quoi. Et donc ça m'a fait une source de stress supplémentaire. Ouais, mais parce que le surpoids, souvent, c'est une protection, et cette protection, quelque part, elle rassure. Voilà, certainement. Mais du coup, ça a guéri mon éjaculation précoce, quelque part. Bon. Je me rappelle d'être à côté d'un couple où tant que la personne ne s'approchait pas plus, j'étais capable de faire l'amour, mais j'allais dire des heures et des heures, puisqu'il ne se passait rien. Et que moi, j'attendais ce moment-là. Donc du coup, je gérais l'érection comme ça. Vous venez de découvrir un nouveau remède à l'éjaculation précoce. C'est très intéressant.
parce que ça montre que finalement, il existe des moyens de contourner certains problèmes. Alors, je ne sais pas s'il faut citer l'échangisme comme étant un moyen, je ne sais pas, mais en tout cas, de ne pas se résigner et d'être à l'écoute et bien observer ce qui se passe. Et souvent, on trouve des solutions. Mais ça, c'est grâce au libertinage. Moi, ça a changé ma vie. Et je pensais que tout le monde devrait faire cette expérience-là. Moi, je me suis trompé, évidemment, parce que quand j'en discute, après, les gens, tout le monde n'adhère pas au principe. Mais il y a beaucoup quand même de méconnaissance à ce sujet-là. Et quand j'entends certains couples qui sont à la limite de la rupture, je me dis, mais c'est là qu'ils devraient aller, des fois. Parce qu'ils attendent presque de le faire dans l'eau. Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Mais non, parce que à la limite de la rupture, ça peut vraiment provoquer des drames. À la limite de la rupture, non. Quand un couple commence à s'endormir, pourquoi pas. Vous savez, voilà, en fait, moi, c'est de ça que je parlais, parce que je connais des connaissances à moi que ça fait. Ils n'ont jamais connu d'autres personnes. Ils sont ensemble depuis des années et des années. Et forcément, ils me disent que ça s'essouffle. Et aucun des deux veut tromper l'autre. Moi, dans ma tête, je me dis, mais c'est la meilleure solution, sans pouvoir se tromper, d'aller dans un club libertin et de voir autre chose qui se passe pour refaire à partir cette libido, quoi. Oui, mais c'est votre avis et d'autres personnes le partagent et vous avez le droit d'avoir votre avis. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que d'abord, le libertinage, c'est l'acceptation quand même de peut-être voir des choses qui vont nous faire mal, parce que c'est pas quand on voit sa femme ou son mari en train de faire l'amour avec quelqu'un d'autre, ça peut être très perturbant. Et puis c'est une philosophie qui convient très bien à certaines personnes et pas à d'autres. En revanche, là où vous avez raison, en général, dans le milieu libertin, les gens sont très ouverts sur les questions de la sexualité. Ils n'ont pas beaucoup de tabous. Et même plus que les gens sont libres. Les gens sont libres. Les femmes sont libres de dire non. Elles sont libres de dire oui. On peut aller vers quelqu'un sans avoir l'air de le harceler. Enfin, il y a une certaine ouverture à la sexualité qu'on ne trouve pas ailleurs. Ça, c'est vrai. Oui, mais une fois de plus, le libertinage, ce n'est pas de l'échangisme à 100%, quoi. Bah, c'est de tout. Ça peut être de l'échangisme, ça peut être juste de l'exhibition, ça peut être juste du voyeurisme, et puis ça peut être un gangbang déchaîné. Tout est possible. Mais oui. C'est qu'il a envie. Et il y a des gens qui ne poussent pas cette porte-là parce qu'ils croient obligatoirement que dès qu'ils vont rentrer là-dedans, il va falloir qu'ils échangent. Non, mais dès qu'ils vont rentrer là, ils peuvent voir des choses qui peuvent les choquer. On ne peut pas dire c'est le contraire non plus, Baptiste. Non, tout à fait, mais tout à fait. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais ils ont quand même le choix. Ils ont le choix de participer, d'accord, mais ils vont voir des choses qui emmener un couple très 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 religieux. Je ne citerai même pas de religion dans un club libertin. À mon avis, le club libertin, ça va être l'enfer pour eux. Mais curieusement, dans les clubs libertins, il y a beaucoup de personnes qui s'enferment dans des salles, mais rien que le couple. Pour faire pour avoir des relations, mais sans que personne ne les regarde, sans que... Écoutez, Baptiste, il y a une chose qu'il faut quand même comprendre. Lorsqu'on parle de sexualité, moi je suis ouverte à toutes les pratiques, toutes les tendances, etc. Mais je ne veux pas que qui que ce soit fasse de prosélytisme sur sa pratique personnelle. Parce que on ne peut pas convaincre tout le monde de ce que soi-même on aime. Ah non, mais ça je suis tout à fait d'accord avec ça. Bon, et Mais c'est juste pour dire qu'il existe un panel de pratiques énorme, quoi. Oui, bien sûr. Merci Baptiste. Merci beaucoup. Merci. Je ne vous ai pas vu réagir, Eric Haller, vous vouliez dire... Non, je trouve que l'échange est très très intéressant. Moi, ce que je retiens de ça, c'est l'extraordinaire capacité qu'ont les personnes à découvrir des choses et des solutions à leurs problèmes.
Je vois ça en consultation. Oui, oui. Et c'est ce qu'on peut dire de Baptiste, c'est qu'au moins il a bougé. Oui, absolument. Voilà, ça, je trouve ça remarquable. Il n'est pas resté dans son problème, il a bougé, il a cherché et il a trouvé. Et ça, c'est vrai que c'est un excellent bon point pour lui. Merci beaucoup, Baptiste. On continue dans un instant avec Julien qui nous rejoint également sur Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et surtout profiter de la présence de Eric Haller, professeur de chirurgie vasculaire, qui est également l'auteur de ce guide de l'impatience. C'est sorti aux éditions Bouquelis, qu'on peut retrouver sur Amazon, évidemment, comme tous les livres, et qui donne déjà beaucoup d'informations sur ce que c'est que l'érection. Mais vous pouvez aussi nous appeler sur Sud Radio 0826 300 300 pour poser des questions en direct à Eric Haller, et c'est ce que fait Julien. Bonjour Julien. Bonjour Brigitte, bonjour Eric. Bonjour Julien. Donc j'ai pas tellement de questions parce que c'est un peu du passé, mais c'est vrai que je commence ma cinquantaine et il y a de cela à peu près 1 an et demi, pour la première fois de ma vie, j'ai eu des petits soucis d'érection. Jusqu'à présent, ça s'était toujours passé sans qu'il y ait de problème. Donc ça fait toujours bizarre quand ça arrive pour la première fois. J'ai compris pourquoi il y avait le terme d'impuissance pour qualifier ce phénomène, parce qu'on se sent vraiment impuissant, donc c'est assez redoutable. Ce qui m'a marqué à ce moment-là, c'était ça. Bon, après, l'avantage de la situation, c'est que je m'entends très bien avec ma compagne et on a un dialogue assez ouvert et simple. Donc voilà, quand ça s'est produit, j'ai juste constaté, comme en plus, je dirais, dans notre relation, tout n'est pas basé que sur le coït, mais je dirais la relation sexuelle est bien plus large, donc les mains, la langue, ça sert à plein de choses formidables pour se faire plaisir mutuellement. Donc c'était pas un problème ou un chocage parce que je pouvais pas. Déjà, on voit que vous n'avez pas du tout paniqué, quoi. Vous n'êtes pas été envahi par un stress immense. Je crois que un de mes avantages dans cette situation, c'est que je n'y mettais pas un orgueil particulier. Oui, vous avez. Donc, j'avais la déconvenue parce que bon, franchement, c'est quand même mieux quand ça se passe bien. Et voilà. Mais j'étais pas dans un problème narcissique ou d'égo en disant ça, je suis plus un vrai homme ou qu'est-ce qu'elle va en penser de moi. À la limite, je suis surtout préoccupé de la rassurer sur le fait que c'était pas elle qui me faisait plus assez d'effets, que vous avez aucun rapport. Voilà, j'ai embrayé, on s'est caressé, on a fini autrement, tranquillement. Après, comme ça s'est reproduit un petit peu 2 ou 3 fois suivantes, j'ai commencé un peu à m'inquiéter, donc j'ai commencé à être attentif à mon corps, chose que je faisais pas avant. Donc j'ai regardé et en effet, je voyais que finalement j'avais un peu moins d'érection que par le passé, que dans les nuits, etc. C'était beaucoup plus calme à ce niveau-là. Alors, excusez-moi, je vous coupe, mais vous reprendrez la parole, hein, Julien. C'est important là peut-être aussi de donner l'information. Chez l'homme, on parle souvent de la ménopause, chez la femme qui est de toute façon inévitable. Chez l'homme, on voit bien que que l'érection est moins forte, moins rapide, que le temps de latence entre 2 érections est plus long. Tout ça, c'est à partir de quoi? De 45-50 ans, ça descend? Je suis pas sûr qu'il y ait de règles établies. En règle générale, je veux dire. En pratique, alors les hommes disent assez volontiers à 30 ans que c'est pas comme à 20 ans et à 40 pas comme à 30, etc. Donc effectivement, il y a chaque dizaine compte. Sûrement, chaque dizaine compte. Alors, le terme d'andropause est remis en cause parce que la ménopause est quelque chose de systématique. L'andropause ne l'est pas et est très associée aussi à une baisse du taux de testostérone dans le sang, donc qui est variable d'un homme à l'autre, qui a tendance à s'accentuer évidemment avec les années. Mais en tout cas, il n'y a pas de barrière avant et après. Ce qui rend les choses un peu plus compliquées. Du coup, bien sûr. Moins identifiable. C'est du cas par cas, évidemment. Mais en revanche, Julien, le terme d'impuissance a été un peu retiré du langage sexologique.
On parle. C'est toujours dans la vie courante en tous les cas. Ouais, je sais. Je peux juste bien sûr, un témoignage, Brigitte. Dans mes consultations, je demande toujours à mes patients 3 termes qui décrivent leur situation. Et impuissance ressort très très souvent. Bien sûr. Oui. Finalement, on a besoin de mots qui collent à ce qu'on ressent. Et le langage, c'est sûrement ça. Et le terme impuissant revient très très souvent. Et c'est vrai que les hommes mettent, je dirais volontairement, consciemment en tout cas, tout l'aspect péjoratif qui existe parce que c'est ce qu'ils ressentent. Maintenant, ce qu'il faut quand même dire, et je crois que là, tout le monde sera d'accord, homme ou femme, quand on commence à approcher de la cinquantaine, on est sur l'autre versant. Et le moindre signe qui nous prouve que on est sur l'autre versant nous fait forcément prendre conscience de quelque chose d'essentiel. La vie n'est pas éternelle et c'est peut-être un des premiers signes chez l'homme qui lui montre que la vie n'est pas éternelle. C'est sa première panne d'érection. Enfin, je veux dire, symboliquement, c'est quand même très significatif, non il me semble, Julien. Oui, en plus, je l'ai vécu comme ça. Je pense que la deuxième question qu'on se pose au-delà du sens de la vie, dans un premier temps, c'est est-ce permanent ou est-ce que transitoire? Mais c'est revenu après, puisque vous en parlez au passé. Oui. Et qu'avez-vous fait pour que ça revienne? J'ai mieux dormi. J'ai mieux dormi et j'ai pris un peu plus soin de moi, ou surtout la situation a fait que on a mieux dormi, parce qu'en fait ça a donné aussi après une période dans laquelle on a eu 2 enfants rapprochés, donc avec une vie qui était assez intense, mais pour des raisons différentes que de la libido en fait. Et donc ce coup de moins bien a été dû à cette période dans laquelle on a un peu moins fait l'amour. Je pense qu'il y avait ça. Et en effet, comme la mécanique apparemment elle est moins performante, il faut un accompagnement. Mais je pense que la première chose que j'ai fait attention derrière, c'est essayer de mieux dormir. Et j'ai fait une autre liaison d'ailleurs, c'est que pendant cette période-là, je pratiquement n'avais plus aucun rêve. Donc, ce qui veut dire que je me réveillais vraiment dans des phases très conscientes de réveil, en fait. J'étais pas jamais bousculé ou jamais dans des phases profondes à mon réveil. Donc, j'avais pas une qualité de sommeil qui était formidable. Très intéressant. Oui. Donc, le sommeil serait quand même une bonne indication pour maintenir une bonne érection. Alors, je ne sais pas si c'est pour une bonne action. Comme vous l'avez dit, je pense que l'érection, c'est aussi la manifestation de l'ensemble de la bonne santé du corps et de son bon fonctionnement. Donc, quand ça va moins bien, il faut trouver une des causes. Et une des causes, c'était celle-ci, et, entre autres. Et après, je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le dialogue qu'on a eu avec ma compagne là-dessus, qui a fait qu'on n'a pas non plus... oui, on ne pas un enjeu derrière à chaque fois en disant, mais mon Dieu, si on commence à faire l'amour, ça ne marchait pas, au secours. Oui. Voilà. Mais je pense que sur un plan, encore une fois, symbolique, moi vous savez que j'adore les symboles, je pense, Julien, vous vous êtes dit, il faut que je prenne soin de moi. Et prendre soin de soi, c'est très 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 bénéfique, il y a un effet placebo évident. Oui, sachant qu'en plus, c'est pas quelque chose que je me dis naturellement. Oui, donc ça explique bien que tout d'un coup, ça va mieux. Écoutez, c'est un témoignage important. Hein. Prenez soin de vous, messieurs. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des surhommes. Il faut prendre soin de vous. On a besoin de vous. Merci, Julien. Allez, on fait une petite pause. On se retrouve avec le Love Conseil. On va parler de l'ego, qui est souvent un obstacle à l'amour. Et puis, on verra aussi ce que vaut ce stimulateur Point G de la marque Satisfyer. À tout de suite. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, Eric Haller, on va parler de l'ego. Hein, vous savez, ce petit moi qui nous pousse à exister coûte que coûte et qui parfois devient un peu un obstacle à l'amour. Alors, c'est pas la même chose que le narcissisme d'ailleurs, l'ego. Hein. L'ego, ça peut être aussi un allié qui va nous donner de l'énergie, qui nous donne envie d'aller de l'avant, etc. Donc, il n'est pas question d'être contre lui, mais en revanche, il ne faut pas le laisser tout diriger parce que sinon ça devient un véritable dictateur, un terrible inhibiteur
nos émotions. Donc comment le reconnaître? Comment savoir quand c'est notre ego qui dirige notre relation amoureuse? Alors, je vous propose quelques pistes. L'attachement. L'attachement, c'est notre ego qui nous empêche de nous libérer de nos habitudes. L'ego, il aime bien que toutes les choses soient toujours de la même manière. Donc, si vous êtes un peu trop dans un attachement de vos habitudes, c'est sans doute parce que votre ego vous dirige un peu. Alors, les peurs sont également l'allié de l'ego. L'ego, il développe aussi nos préjugés, nos croyances. Il aime bien s'accrocher au passé, tout ce qui nous rassure, et il empêche évidemment souvent d'être ouvert à la nouveauté. Alors l'ego, il veut contrôler, il veut pas forcément dominer, mais il veut contrôler parce que tout ce qu'on contrôle, ça évite les peurs. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Donc, pour être en paix avec votre ego, il faut avancer et puis peut-être laisser tomber un petit peu certaines peurs. Et en amour, il faut aussi comprendre que l'autre n'a pas forcément les mêmes besoins, les mêmes désirs. Donc il faut aussi être capable d'entendre ce que l'autre a à nous dire, même si ça nous dérange. Et si ça nous dérange, c'est que c'est l'ego qui est dérangé, c'est pas l'amour qu'on porte à notre partenaire, parce que quand on aime quelqu'un, on doit l'accepter tel qu'il est et non pas tel qu'on aimerait qu'il soit. Et ça, c'est évidemment encore une caractéristique de l'ego. Voilà. Donc, très très bien. À chacun de voir. Je peux poser une question? Oui, je vous en prie. Est-ce qu'à votre avis, l'ego peut jouer un rôle positif dans la sexualité? Oui, parce qu'il va nous permettre d'oser découvrir. Il peut nous donner envie aussi d'être le meilleur. L'ego, je prends toujours cet exemple comme ça pour bien comprendre qu'il ne faut pas voir l'ego comme quelque chose de forcément négatif. Je prends cet exemple de l'abbé Pierre que j'ai eu la chance de rencontrer. Mais il avait un ego très fort. Mais s'il n'avait pas eu cet ego très fort, il n'aurait jamais osé aller sur RTL réclamer de l'argent pour les pauvres. Voilà, donc. L'ego, c'est ce qui nous permet de réussir, d'oser parler en public, etc. Mais quand il est un petit peu fort et qu'il inhibe notre personnalité, et en amour, l'ego, c'est souvent un petit peu le dictateur qui veut bien tout diriger. Donc voilà. Garance, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour. J'ai mangé son prénom. Eric, pardon. Bonjour. Alors, vous avez reçu ce stimulateur Point G de la marque Satisfyer qu'on le retrouve sur l'enseigne rudesplaisirs.com. Comme toujours, cette marque-là, c'est des jouets qui sont assez jolis, d'une belle matière, pas très cher en général, puisque là, il fait 49,90 € ce jouet. Donc ça, c'est les qualités de la marque Satisfyer. Alors, je sais pas, moi j'avais pas tendance à dire que ça ressemble un peu à un biberon, vous savez, avec une petite tétine pointue. Qu'est-ce que vous diriez, vous, Garance? Alors oui, pour la forme, il me semble que c'est pas point G, les points. Et qui serait le point au-dessus du point G, en fait. Le point A, ah oui, c'est ce qu'ils disent, oui. Alors ce serait quoi le point A? Donc ce serait le point de stimulation orgasmique et qui se trouverait au-dessus du point G, parce que je suis allée chercher, de fait. C'est pas que je... Ah oui, en fait c'est au col de l'utérus, tout simplement. Voilà. Bah oui, alors je comprends mieux, oui, parce que franchement, on se faisait la réflexion avec Eric Allaire, on se disait, dis donc, si on l'enfonce jusqu'au bout, le point G, on l'a largement dépassé, oui. Oui, non, en effet, c'est pour stimuler le col de l'utérus. Vous avez raison. Je suis en train de lire le mode d'emploi, oui. Et moi, quand j'ai eu la possibilité de participer, j'ai eu envie de l'essayer celui-ci parce que moi, j'ai eu une hystérectomie totale. Donc, je n'ai plus de col de l'utérus. Et donc, voilà, je voulais voir si les sensations annoncées étaient identiques. Alors, je ne pourrais pas juger dans la mesure où je ne l'ai pas essayé avant l'hystérectomie, mais voilà, c'est vrai que ça va vraiment aller taper au fond parce que ça a stimulé la première fois, en fait, ça a été un petit peu douloureux, puis progressivement, en adaptant le mouvement, en allant peut-être un peu moins profond, voilà, mais par contre, c'est agréable et
c'est agréable. Alors moi, il faut stimuler le clitoris pour arriver à l'orgasme. Mais par contre, je trouve que ça permet, et ça rejoint ce que hier vous disiez sur le Love Conseil d'hier, sur le plaisir vaginal, de découvrir en fait, ou redécouvrir les sensations de son vagin. Oui, mais moi je le dis assez souvent, vous avez raison de le rappeler, Garance, c'est bien d'utiliser un jouet à l'intérieur du vagin, quitte à utiliser un autre jouet pour une stimulation clitoridienne, parce que plus on éveille le vagin, plus on va ressentir du plaisir lorsqu'on fait l'amour avec un homme, bien sûr. C'est une redécouverte, parce que moi, depuis l'hystérectomie, ça a suivi une génération et j'ai pas eu de nouveaux compagnons, donc depuis je précise alors, je sais encore une fois que ce que je vais dire, malheureusement, va peut-être pas servir à grand chose, mais quand on opère les femmes d'une hystérectomie, si on peut leur laisser le col de l'utérus, qu'est-ce que ce serait bien? Oui. Parce que c'est qu'on ne nous laisse pas le choix. Oui, mais c'est dommage parce qu'on sait à quel point le col de l'utérus, pour certaines femmes, est le centre de leur jouissance. Mais peut-être grâce à ce jouet ou grâce à une meilleure compréhension de votre corps, vous pouvez retrouver ces sensations-là, parce que on sait à quel point le cerveau reconnecte parfois des choses qui sont, alors notamment dans le domaine de la sexualité. Oui, et puis alors j'ai pas pu saisir de votre conseil juste avant, mais aussi sur la confiance en soi, parce que après coup, moi je me suis dit mais tu n'es plus une femme, donc hop, à case de retraite, et puis finalement tout doucement je me dis que non, j'ai encore droit, même si ça prend d'autres formes, à redécouvrir. Évidemment que vous avez le droit, vous avez tous les droits sur votre propre corps, bien sûr, Garance. Et puis je pense que ce jouet en effet peut vous aider. C'est bien que vous ayez reçu ce jouet. C'est extrêmement bien. C'est vraiment un jeu ado pour reprendre comme ça le fil d'autres choses. Donc non, merci. Et par rapport à hier, j'ai une tasse violette et une tasse rouge. D'accord, j'entends bien. Donc on va vous envoyer le plombier alors. C'est ça, exactement. Voilà. Oui, c'était l'émission d'hier, Eric Haller. J'écouterai. Voilà. Mais par contre, l'émission d'aujourd'hui, si je peux me permettre, pour moi, justement, qui suis femme et qui ai eu cette atteinte à ma féminité, d'entendre des hommes qui sont dans les mêmes questionnements, mais par rapport à leurs propres difficultés à eux, ça apaise. C'est pas que je leur souhaite d'être malade ni rien, mais le fait d'entendre les hommes aussi sur les questionnements des doutes, ça fait du bien. C'est sûr qu'on se sent un peu moins isolé de notre questionnement. Voilà. Donc, merci Garance. Et c'est vrai qu'on se disait ça hors antenne avec Eric Haller, que c'était touchant, tous ces hommes qui osent montrer leur fragilité. C'est vrai, hein ? Tout à fait. Et votre témoignage est aussi très, très riche. Et c'est la première fois que j'entends une femme exprimer ce que vous exprimez, c'est-à-dire que entendre les difficultés des hommes vous aide à réfléchir et peut-être à solutionner les vôtres. Je trouve que c'est quelque chose de formidable. Ce qui montre bien, Garance, vous voyez que dans la sexualité, quand on rencontre quelqu'un, on n'ose pas montrer ses failles, ses fragilités. Et c'est bien dommage parce que finalement, c'est peut-être en rencontrant les failles de l'autre qu'on peut montrer les siennes et qu'on peut les dépasser. Complètement. Donc merci pour vos émissions, merci pour le jouet, et merci à tous ces hommes qui témoignent, parce qu'ils aident aussi les femmes pas seulement à les comprendre, mais à comprendre qu'on traverse les mêmes difficultés de la place d'où l'on est. Voilà. Donc merci à eux aussi. Bon. Eh bien, quelle note vous lui donnez finalement à ce jouet, Garance ? Oh, un petit 9 sur 10 quand même. Un petit 9 sur 10, très bien. Oui, il est intéressant. En tout cas, c'est le premier que je vois pour cette stimulation donc du col de l'utérus, en tout cas de tout le vagin. Ça s'appelle un stimulateur donc .A de la marque Satisfyer. Vous pouvez aller voir sur l'enseigne rudesplaisirs.com et éventuellement même le commander. Merci beaucoup, Garance. Demain, justement, on sera avec Yves Pslati. On évoquera la santé sexuelle. C'est quoi une bonne santé sexuelle ? Vous en saurez plus demain, mais tout de suite on retrouve Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour Brigitte, bonjour Eric. Bonjour Alexandre. Alors je voulais dire quelque chose, mais Garance m'a soufflé sous le nez. Ça fait rien, dites-le avec vos mots à vous.
Tout à fait. Alors, je voulais déjà remercier les différents auditeurs qui ont témoigné. Parce que justement, ça permet de partager et de voir qu'on n'est pas seul dans ce cas-là. Et comme disait à l'instant Garance, si tout le monde prenait le temps de s'écouter, on se rendrait compte qu'on a tous des difficultés, qu'on peut tous apprendre les uns des autres, même dans la difficulté, l'adversité, et surtout quand c'est d'ordre sexuel et d'ordre du plaisir. Donc voilà, je voulais remercier toutes ces personnes-là. Et effectivement, le témoignage de Garance était très bien aussi. Eh bien, on remercie aussi Eric Allaire d'être là et d'aborder toutes ces questions avec beaucoup de gentillesse et d'écoute. Et je remercie Brigitte Lahaye parce que il y a pas de, il y a une question d'espace, de parole, il y a une question aussi de compétences et de curiosité intellectuelle qui existe peu. Je dis intellectuelle parce qu'à un moment, quand on échange à travers la parole, etc., il y a une activité, une construction de mots, d'idées, etc. Donc c'est une activité intellectuelle et je trouve que il y a peu d'espace qui permettent ça. Et donc, merci. Et ben voilà, écoutez, voilà, on n'aura peut-être pas tous des érections ce soir, mais on se sentira tous mieux. Voilà, c'est déjà ça. Vous avez eu aussi des pannes, je crois, Alexandre. Oui, tout à fait. En fait, j'étais déjà intervenu, je crois, déjà avec vous, Eric, il y a 1 an, il me semble. Et en fait, je dois 47 ans à la fin du mois. J'ai une sexualité qui est assez importante avec différents partenaires. Et par moment, j'ai des pannes d'érection. Donc je m'étais renseigné tout ça, prendre du tadalafil, qui malheureusement ne fait pas effet à chaque fois, puisque c'est plutôt un problème d'ordre psychologique, je pense, comme j'ai pu entendre sur certains témoignages aujourd'hui. Et par exemple, ma première question, c'était sur la fameuse érection du matin. Moi, je sais que le matin, j'ai pas souvent d'érection, mais dans les différentes émissions que j'avais pu écouter, c'est parce qu'il fallait peut-être être dans une phase de sommeil paradoxal, il me semble, pour pouvoir être en mesure de prendre une érection, ou il n'y a pas quelque chose comme ça? Oui, alors moi je reste, vous savez, je suis un naturaliste. J'ai une loupe et je regarde ce que j'ai autour de moi et j'écoute beaucoup les patients. Et je suis persuadé que on ne sait pas l'essentiel des érections matinales. Il y a très peu d'enquêtes. Je suis pas sûr même qu'il y ait de papier sérieux sur cette question. Je commence à avoir un ensemble d'informations sur pas mal de patients maintenant, et je ne retrouve pas ce qui est dit. C'est-à-dire que, par exemple, certes, il y a sûrement des hommes qui depuis toujours se réveillent sans érection matinale et qui, par ailleurs, ont de bons fonctionnements du système érectile. Sûrement, ça existe. Mais les patients que je vois qui ont des problèmes d'érection n'ont plus d'érection matinale, ça veut dire qu'ils sont capables de reconnaître le fait qu'ils n'ont plus d'érection matinale. Et ça, c'est 98% des patients qui consultent. Donc je pense que c'est malgré tout un phénomène extrêmement répandu. La deuxième chose, c'est que après chirurgie, par exemple pour fuite veineuse, il y a un retour, pas toujours très complet, mais un retour significatif des érections matinales. Donc ça veut dire que ça correspond bien, pardonnez-moi cette métaphore, mais à un problème de tuyauterie. Donc il y a une réalité du fonctionnement du corps humain. Et tout ce qu'on dit, je l'écoute et j'essaie de l'analyser, mais je ne suis pas certain que ce soit exact. C'est par exemple, si je prends mon cas, si je dis par exemple que j'ai une érection matinale peut-être une fois par semaine, oui. Est-ce que ça serait quelque chose d'inquiétant, pas d'inquiétant en soi, sachant que j'ai une sexualité aussi à côté? Oui, si c'est depuis toujours, et que... Oui. Oui, et que par ailleurs vous avez des érections qui vous satisfont dans ce que j'appelle les 3 circonstances de la vie érectile, c'est-à-dire le matin quand on est tout seul et lors des relations sexuelles, il y a aucun problème. La question que je soulevais, mais très très modestement, parce que c'est juste à travers mon activité qui est, je vois pas des millions d'hommes, mais j'en ai vu beaucoup en consultation, c'est simplement peu fréquent. Peut-être faites-vous partie de ces hommes qui effectivement n'ont pas systématiquement une érection matinale. Oui. Et ça peut correspondre effectivement à des phases de réveil différentes. Parce que je vois par exemple des fois en cours de journée, quand je suis assis comme ça à mon travail, je peux arriver à battre des jambes, donc ouvrir, fermer les jambes, et puis d'un coup je peux avoir une érection qui monte comme ça alors que je suis en train de penser à rien du tout. C'est juste en train d'ouvrir et de fermer les cuisses, et puis là je peux avoir une érection. Donc je sais que ça fonctionne, puisque c'est dans ma sexualité. Oui, mais absolument. Oui, monsieur. Voilà. Oui, bien sûr.
Donc ça rassure, mais effectivement, le fait d'entendre tout ça, je me posais cette question-là. Pareil, à un moment donné, il y avait une intervention avec Vincent Hupertan et je l'avais consulté aussi dans la foulée pour faire un check-up complet par rapport à la testostérone, par rapport à pas mal de choses. Parce qu'effectivement, j'ai des érections, mais par moment, mes érections, elles retombent. Et puis parfois, même en ayant pris un Tadalafil, je ne ressens pas l'excitation et le désir que j'attends de la part de ma partenaire. Ah mais ça, alors là... Pardonnez-moi de faire une parenthèse. Oui, le Tadalafil, le Sildenafil, etc. n'ont aucun pouvoir sur le désir. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête parce que, du coup, il ne faut pas attendre d'un avion qui vous permette de faire de la navigation sous-marine. Vous voyez, c'est à peu près la même chose. Tout à fait. Et par contre, je sais qu'une fois que je suis en érection, peut-être que le petit cachet permet d'avoir une érection qui est plus dure. Mais après, c'est toujours ce que je me dirais, un jour, il faudra que je teste l'effet placebo. Parce qu'après, on se dit, on en prend pas. Quand on va se dire, est-ce que mon érection va être bien, pas bien? Parce que, effectivement, comme vous disiez, le terme tout à l'heure, que ce qui revient souvent, la puissance, tout ça, là-dedans, moi, c'est le fait de me dire, je n'arrive pas à prendre mon plaisir. Et puis surtout, je n'arrive pas à donner le plaisir à l'autre aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez frustrant, surtout quand l'envie, elle est là, des deux côtés. Et... Oui. Mais encore une fois, il y a deux, deux artifices très naturels, très artisanaux, si je puis dire. C'est à la fois votre main, l'action manuelle sur votre propre pénis, Alexandre. Et puis, il y a votre imaginaire érotique qui peut aussi augmenter votre excitation et donc augmenter votre érection. Je pense que il faut pas oublier ça. C'est parfois parce que vous allez vous mettre à imaginer un truc, même si vous êtes avec une autre femme, que votre excitation va augmenter et donc votre érection. Oui, tout à fait. Non, ça, effectivement, je sais que la phase de fantasme, d'excitation, comme ça, il faudrait que je développe davantage. Également, comme disait l'auditeur précédent, peut-être aussi la qualité du sommeil, donc peut jouer par rapport à ça. Mais oui, j'aimerais aussi arriver à faire en sorte que mon cerveau lâche prise sur les moindres petits grains de sable qui peuvent arriver. Quand je suis en train de m'amuser ou autre, et de dire à un moment donné, ça peut carrément me casser une érection, puis après pour repartir, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut vraiment que ma partenaire soit en phase avec moi, qu'on soit vraiment en symbiose pour pouvoir repartir. Oui, j'ai trop de polluants à droite à gauche. Oui, vous êtes un peu trop cérébral et donc forcément ça ne joue pas toujours dans le bon sens. Et c'est là où vous pouvez, par un imaginaire érotique ou par des gestes très particuliers, par exemple certains hommes ils vont se toucher, je dis n'importe quoi, mais c'est juste pour donner une image, le testicule droit, et puis hop, l'érection elle sera plus forte que s'il se touche le testicule gauche. Ouais. Vous voyez, donc c'est ça aussi, c'est d'avoir ces petits trucs à soi qui sont qui peuvent vraiment être très efficaces, plutôt que d'aller chercher des pilules systématiquement, même si ça, pourquoi pas, je suis pas contre les pilules évidemment. Bien sûr. Voilà, Alexandre. D'accord, très bien. Merci de votre témoignage en tout cas. Merci à vous deux. Beaucoup. On fait une petite pause et on va conclure avec Michel qui nous rejoint également. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eric Haller est avec nous, professeur de chirurgie vasculaire et endovasculaire, auteur du guide de l'impatient aux éditions Boucalis. Et on va conclure avec vous, Michel. Merci de prendre la parole. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Eric. Bonjour Michel. Donc, je vais exposer mon petit problème. J'ai eu une rupture avec une partenaire il y a un an. Oui. Et depuis ce jour-là, j'ai plus d'envie et surtout plus d'érection. Alors j'en ai un petit peu, mais j'arrive pas au bout. Donc elle est partie avec votre érection. Mince alors. Oui, c'est dommage. Non, mais c'est... Alors d'abord, je voudrais, si je puis dire, vous rassurer. C'est quelque chose que j'ai déjà entendu. Une rupture qui nous blesse ou qui nous fait très mal peut tout d'un coup avoir un effet très très néfaste sur l'érection. Maintenant, on va revenir à cette fameuse érection matinale qui là, a priori, devrait rester là. De matinale en ce moment, j'en ai pas beaucoup, non, j'en ai pas. Pas beaucoup, mais... Non. Quel âge avez-vous ? 64. D'accord. Alors... Comme le dit Brigitte Lahaie, les ruptures d'érection ne sont pas rares après les ruptures sentimentales, plus profondes que ça. Pour autant,
Je pense qu'à 64 ans, ça mérite un bilan complet, quoi. Vous savez, on connaît très très peu les relations entre le psychique et le corps. Et on sait très bien que certains traumatismes induisent des anomalies de fonctionnement du corps qui ont des supports somatiques, comme on dit, réels et objectivables. Donc, je ne veux pas du tout généraliser et dire que c'est votre cas, mais puisque ça persiste quand même, il faut faire un bilan hormonal à votre âge. C'est une prise de sang tout à fait simple, selon les je vais donner un exemple qui va être très clair, parce que ça, c'est vraiment des choses qu'on a constatées sur les femmes qui sont donc ménopausées, parfois après un grave accident de voiture, par exemple, ou après une grave rupture amoureuse. Et donc, tout d'un coup, c'est à ce moment-là que se déclenche brutalement la ménopause. Donc, qu'il y ait tout d'un coup une baisse énorme de testostérone suite à cette rupture, c'est pas impossible. Je dis pas que c'est ça, Michel. Je dis juste que c'est tout à fait possible. Donc ça mérite un vrai examen. Et puis ensuite, on vous donnera ce qu'il faut pour retrouver vos érections. Et puis peut-être que parallèlement à ça, un petit travail de deuil sera nécessaire. Peut-être qu'il faut que vous alliez parler un peu à quelqu'un de ce que vous avez subi. Je l'ai fait. D'accord. Je l'ai fait, j'ai retrouvé le compagne. Il y a pas longtemps, il y a un mois. Mais ça fonctionne pas trop bien, quoi. Donc je suis plutôt pour l'instant, moi je vous conseille de pas trop jouer à ça, c'est-à-dire ayez de la tendresse avec elle, mais essayez pas trop d'avoir des érections pour pouvoir la pénétrer. Laissez un peu de côté ça, et puis allez faire un examen, parce que si vous êtes trop dans l'échec, ça ne va qu'accentuer vos pannes. Et où je peux faire un examen ? Alors, avec ce que vous décrivez, il faut un dosage hormonal, mais pas seulement la testostérone. Il n'y a pas que la testostérone dans la vie, même chez les hommes. Il faut aussi regarder un diabète, parce qu'on peut tout à fait déclencher un diabète après un stress. Il faut aussi, je reviens dessus, l'échographie, la fameuse échographie Doppler du pénis, parce que on peut aussi probablement aggraver une athérosclérose après, donc c'est les artères qui se bouchent après un stress. Il y a une étude un petit peu ancienne, mais qui m'avait énormément impressionné, parue dans le New England. Après un tremblement de terre en Californie, le nombre d'admissions aux urgences pour infarctus du myocarde avait été multiplié par je ne sais plus combien, 5 jours après le... Bien sûr, mais tout traumatisme provoque une baisse du système immunitaire. Absolument. Et donc des problèmes de santé. Il faut prendre ça bien comme il faut. Au sérieux, sans angoisse. Prenez ça au sérieux, Michel. Pour l'instant, avec votre ami, dites-lui qu'on vous a conseillé de faire un vrai examen, et soyez tendre avec elle, mais n'essayez pas et puis faites les examens. Alors évidemment, vous pouvez en parler à votre médecin traitant, peut-être un andrologue, urologue, ce serait l'étiquette, si je puis dire, dans votre cas, la plus indiquée, qui pourra à la fois examiner les hormones et tout, et le reste. Voilà, merci Michel, et bon courage, parce que c'est toujours des périodes difficiles à traverser. Merci beaucoup Eric Haller, à très bientôt. Merci, et puis tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delovan.